Bonjour, bienvenue dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Nouvelle réaction sur la situation financière de l'université Saint-Quentin en Yvelines-Versailles. Les syndicats appellent à manifester le 12 décembre. Ça y est, l'outlet de luxe One Nation a ouvert ses portes hier. Fin des travaux pour les riverains qui ont pu découvrir les lieux. Nous y étions. Et puis enfin, les grands prix de l'innovation se tenaient ce lundi à Paris. Parmi les entreprises franciliennes en lice des Yvelinois, nous suivrons leur aventure dans notre dossier de la semaine. Experts comptables, commissaires aux comptes, des métiers méconnus, la 13e édition de la journée pédagogique sur ces métiers du chiffre a permis à 600 jeunes d'en apprendre un peu plus. Nos invités Laurent Courquin et Antoine Legout, bonsoir. Tous deux donc, experts comptables et commissaires aux comptes reviendront donc sur leur parcours et nous pourrons parler donc, du coup de ces deux métiers dans un instant. On passe juste avant à l'actualité économique de la semaine. Le 12 décembre, c'est la date choisie par l'intersyndicale de l'université de Versailles-Saint-Quentin pour appeler à manifester. Les syndicats réclament un plus grand soutien du ministère alors que l'université affiche un déficit de 4 millions d'euros. Mais alors, à qui peut-on accuser, à qui la faute? Les syndicats pointent du doigt surtout les partenariats publics-privés. Un reportage de Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Professeurs, étudiants, personnel réunis en assemblée générale, ils parlent tous d'une même voix alors que l'université de Versailles-Saint-Quentin accuse un déficit de 4 millions d'euros. Le ministère a accordé une rallonge budgétaire à l'UVSQ, mais les économies décidées inquiètent l'intersyndicale. Ce qui nous fait peur, c'est de devoir payer l'austérité effectivement pendant 20 ans et que les solutions qu'on nous propose pour effectivement rattraper ce trou énorme quand même, et dont on a pris connaissance assez tardivement, ruinent effectivement les conditions d'études des étudiants, se traduisent à terme par des licenciements de personnel contractuel. Premièrement, s'il y a eu erreur de gestion, et ça c'est évidemment au ministère de le dire, c'est pas nous qui pouvons le savoir, ce n'est pas une raison pour faire payer aux étudiants et au personnel ces erreurs de gestion passées. Deuxièmement, ce que nous voulons dire, c'est qu'au-delà des problèmes de gestion locale de l'université, il y a quand même un contexte général. L'UVSQ n'est pas la seule université à être en déficit et ne sera pas la seule université en déficit ni en 2013 ni en 2014. Et ça, évidemment, là-dessus, la ministre communique beaucoup moins. L'intersyndicale met en cause les partenariats publics-privés. Ils ont été notamment signés dans le cadre de la construction de l'UFR des sciences. Nous demandons la dénonciation, même pas la mise à plat, la dénonciation, puisque ces partenariats publics-privés sont complètement inadaptés à la gestion du patrimoine immobilier public, tout simplement parce qu'ils nous empêchent de planifier et d'avoir les investissements et de redonner à la puissance publique le libre choix de ses décisions. L'ensemble des PPP aujourd'hui sont mauvais pour l'enseignement supérieur et la recherche et nous demandons donc à ce que le ministère aide l'UVSQ à sortir de son PPP, notamment deux PPP, donc le PP économie d'énergie et le PPP qui concerne le bâtiment en médecine par Bouygues. Parmi ceux qui se sont mobilisés en faveur de ces partenariats, Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'actuelle députée des Yvelines défend ce type de contrat tout en pointant du doigt le manque de formation des gestionnaires d'université. Après, si un partenariat est mal négocié, si un partenariat est mal géré, eh bien ça peut tourner à la catastrophe. Mais ce n'est pas l'outil lui-même qu'il faut condamner. Ce qu'il faut, c'est en amont bien gérer les dossiers. Et ça nous remet sur la vraie question qui est, est-ce qu'il y a dans l'université de Versailles-Saint-Quentin suffisamment de personnel qualifié et suffisamment de moyens pour permettre à l'université d'avoir de pouvoir réaliser toutes ses ambitions. Et à cette question, je pense que malheureusement la réponse aujourd'hui est non. Le président de l'université, Jean-Luc Vessière, doit présenter son budget à la mi-décembre. En attendant, l'intersyndicale appelle à manifester le 12 décembre à 10h devant le rectorat à Versailles. L'outlet de luxe One Nation a ouvert ses portes hier au Clé-sous-Bois. Le concept des marques de luxe qui proposent dans leur rayon des collections passées à prix bradé. 24 000 m² de magasins qu'ont pu découvrir les premiers visiteurs des lieux. Nous sommes allés recueillir leurs premières réactions. C'est très joli, c'est à côté de moi, c'est très joli. Voilà. C'est formidable, on est enchantés. On vient d'arriver, c'est magnifique. C'est très joli, magnifique, oui. J'espère que ça va fonctionner. Le nombre de magasins et puis comment dirais-je, les marques, etc. C'est très intéressant. Première impression, ça a l'air très joli, mais alors deuxième impression, il fait très froid.
Alors bon, je veux bien, mais... Et quand il va pleuvoir des cordes, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Je pense que le fait d'avoir tout ça là à côté de la maison, c'est super. Je l'ai vu sortir de terre en fait, et là je vois qu'ils ont fait ça à l'arrache à la fin quoi. Mais c'est sympa, je pense que ça va ramener... c'est nouveau en tous les cas, et tout ce qui est nouveau ça attire tout le temps les gens. Alors pour le moment, tous les magasins ne sont pas installés, les ouvriers sont encore sur les lieux. Par contre, il restera à ciel ouvert. À terme, 112 boutiques devraient être présentes pour accueillir 5 millions de visiteurs, principalement des touristes. Nous avons également rencontré la responsable d'une des boutiques. One Nation représente quand même un produit, un centre très qualitatif sur lesquels beaucoup d'espoirs sont fondés. En magasin d'usine, on est 30% moins cher que les prix pratiqués en boutique. C'est la moyenne, donc on sait que les gens sont très attentifs en ce moment à tout ce qui est prix. Donc je pense que ça peut avoir un très très bel impact. Le rapport Bailly a été remis lundi au gouvernement. Travailler ou non le dimanche, sous quelles conditions? Des éléments qui sont encore source de division. L'objectif avec ce rapport est d'aboutir à une nouvelle loi courant 2014. Il s'intitule « Vers une société qui s'adapte en gardant ses valeurs ». Le rapporteur a donc choisi un aménagement des règles et non une libéralisation. Les premiers à le réclamer sont évidemment les magasins de bricolage. En attendant la loi, une dérogation leur est accordée jusqu'en 2015. Je vous propose d'écouter la réaction de Sandy Lopin, porte-parole du collectif Les Bricoleurs du Dimanche. Elle intervenait lundi dans le 7-8. On voit que M. Bailly au moins a étudié le sujet. On voit que le gouvernement a entendu, puisqu'il nous donne quand même un décret provisoire. Cependant, c'est vraiment pas une victoire, puisque ce qu'il faut attendre, c'est la loi de 2014 qui sera vraiment décisionnaire sur le sujet. Alors pour l'instant, le rapport ne va pas non plus complètement dans votre sens, justement sur cette ouverture du dimanche, puisqu'a priori est rejetée l'idée de créer de nouvelles dérogations permanentes pour le secteur du bricolage. Quel est votre avis ? Alors, effectivement, nous, ce qu'on demandait, c'était un décret pour le secteur du bricolage et nous ne l'avons pas obtenu. Cependant, il s'agit dorénavant de voir les ententes au niveau territorial et au niveau social. Donc, au niveau social, nous avons tout ce qui va bien puisqu'on a un salaire majoré, un deuxième jour, un repos compensateur et que c'est du volontariat. Maintenant, il faut voir ce que donneront les accords territoriaux réellement, puisque ce qui nous intéressait réellement, c'était l'ouverture des magasins de bricolage en Île-de-France, et que si c'est ça que visent les accords territoriaux, ça sera une partie gagnée. La semaine dernière, le gouvernement annonçait l'inversion de la courbe du chômage, moins 0,6%. Au niveau des Yvelines, ce taux restait quant à lui stable. Pas d'évolution des données brutes par rapport à septembre, mais les chiffres publiés ce matin par l'INSEE sont moins bons. Plus 0,1 point, soit 10,5% de chômage au niveau national au troisième trimestre, le taux le plus élevé depuis 1997. Et nous passons maintenant à l'entretien. Hier se tenait la 13e édition de la journée pédagogique sur les métiers du chiffre au Chénet. 600 jeunes de la région Île-de-France ont pu découvrir les métiers d'experts comptables et commissaires aux comptes, des métiers qui souffrent d'un déficit d'image alors que les filières promettent de nombreuses embauches. Aujourd'hui et demain, la compagnie des commissaires aux comptes organise également ses 16e assises. Autant de raisons de parler de ces métiers inconnus. Nous recevons sur ce plateau Laurent Courquin, bonsoir, et Antoine Legout. Bonsoir. Donc vous êtes tous deux experts comptables et commissaire aux comptes, vous cumulez les deux fonctions. Tout d'abord, alors peut-être Laurent Courquin, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence en fait entre ces deux métiers ? D'accord. Alors donc, je vais commencer par expert comptable. Expert comptable, donc, c'est, j'allais dire, le conseiller le plus proche des entreprises et celui qui assiste le chef d'entreprise dans l'élaboration de toutes ces données financières. Il le conseille également sous les aspects de la fiscalité et également tout ce qui concerne la législation sociale. Donc, il accompagne en définitive le chef d'entreprise et il aide à produire toute l'information financière. Voilà. En ce qui concerne le commissaire aux comptes, c'est une personne qui certifie en fait toutes les données financières qui sont produites par une entreprise et qui sont diffusées donc à l'extérieur. Autrement dit, il est le garant en définitive donc de la sécurité financière, de la fiabilité financière des informations qui sont données. Vous pouvez finalement cumuler ces deux fonctions quand ça n'est pas pour la même entreprise. Absolument, puisqu'on ne peut pas se contrôler soi-même sur ce que nous avons fait.
Voilà, tout Exactement. simplement. Alors, donc la filière n'a pas forcément bonne image et pourtant elle a un bel avenir devant elle. Vous prévoyez de nombreux recrutements, combien exactement? Alors, on a fait des statistiques et il ressort de ces statistiques que dans les 10 ans à venir, on a besoin de 10 000 experts comptables et commissaires aux comptes. Donc, c'est une filière qui embauche, c'est une filière dont les jeunes sont les bienvenus. On a donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lancé la 13e édition de Graines de CAC. Donc hier, dans les Yvelines, il y avait 600 jeunes inscrits, 550 étaient présents. Et ils ont tous manifesté un intérêt particulièrement fort pour notre profession, ce qui est bien, parce que ça montre qu'au moins nous redorons l'image de notre métier. Alors, Graines de CAC, on peut en parler. Graines de CAC, c'est cette petite BD. Alors, ce sont un livret finalement illustré avec des explications, des illustrations, une petite BD. Nous devrions le voir bientôt sur l'écran. Donc, c'est une petite BD qui existait déjà pour les experts comptables. La nouveauté cette année, c'est pour Graines de CAC, Graines de commissaire aux comptes. Nous avons rencontré le vice-président de la compagnie de Versailles. Il nous en dit quelques mots. Je vous propose de l'écouter. Ça arrive dans un instant. C'est de leur parler avec un langage qui ne soit pas justement le langage que nous avons l'habitude d'utiliser et qui peut paraître, même pour des entreprises, ça peut paraître de temps en temps un peu trop technique, voire un peu trop jargon. Et l'idée avec cette plaquette était de s'adresser à un public non averti, de leur parler d'une façon à la fois précise et simple de ce que recouvre ce métier et de ce que recouvre aussi la façon d'accéder à ce métier, parce que ce qui est important, c'est de les motiver pour y arriver. C'est disponible chez tous les experts comptables et commissaires aux comptes qui peuvent en avoir disposition sous format papier. C'est disponible aussi sur les sites de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles ou de Paris ou l'Ordre des experts comptables, et donc cette fois-ci non pas sous une version papier mais sous une version électronique. Alors, attirer de plus en plus de jeunes, puisqu'il y a donc des besoins, vous le disiez, 10 000 postes, mais également pour rajeunir peut-être un peu la filière, c'est s'adapter aux nouveaux outils. Quel est l'intérêt finalement d'avoir des jeunes qui arrivent? Bien sûr, c'est parce qu'on vit une période de mutation. Cette mutation, elle est particulièrement dans toutes les activités liées à l'information, et l'information financière en fait partie. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons besoin de jeunes pour pouvoir parler aussi à des jeunes chefs d'entreprise, et particulièrement sur les nouvelles technologies. Donc ça, c'est déjà effectivement un point. La deuxième raison pour laquelle nous souhaitons et nous devons effectivement, et nous avons besoin de recruter donc des jeunes, c'est simplement parce qu'il y a toujours traditionnellement dans ces métiers une rotation, autrement dit donc des gens qui au bout de 4-5 ans choisissent une autre filière, et après que nous les ayons bien formés, qu'ils aient acquis une expérience extrêmement enrichissante, et ils ont besoin effectivement, nous avons besoin d'avoir effectivement de nouveaux jeunes pour pouvoir effectivement donc continuer à exercer donc nos métiers. Ça a été d'ailleurs votre cas, vous êtes tourné à un moment dans votre carrière vers l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a déjà attiré à la base dans cette filière? Alors à la base, ce qui m'a attiré comme métier, donc moi j'ai une formation donc d'école de commerce, et effectivement ce métier au départ donc m'intéressait parce que ça m'a permis d'acquérir des méthodes de travail qui me permet finalement d'aborder quel que soit le problème. Il y a une technique en définitive devant un foisonnement d'informations, d'arriver à canaliser et à analyser effectivement une situation. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'étais assez curieux de voir ce qui se passait en entreprise. Donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant 4-5 ans en entreprise. Mais finalement, ce qui m'a manqué, c'est le contact avec les clients, la diversité des activités, la diversité des métiers. C'est un des rares métiers qui rencontre tous les autres métiers. Et ça me manquait trop. Et donc, du coup, je suis retourné dans cette profession. Très bien. De votre côté, donc du coup, vous pouvez autant aider, vous êtes spécialisé vers les entreprises. Tout à fait. Parce qu'on peut également en fait aider des associations ou d'autres structures. Au niveau des entreprises, donc vous êtes là quand ça va bien, et également quand ça va mal. Quand une entreprise du coup va mal, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour l'aider? L'objectif de l'atout de l'expert comptable, c'est qu'il est présent très régulièrement auprès des chefs d'entreprise. C'est un peu comme je disais lorsque j'étais jeune, c'est le médecin de l'entreprise. Il est présent régulièrement, il intervient à ses côtés pour les bons moments comme pour les mauvais moments. Et lorsque c'est les mauvais moments, il se doit d'être d'autant plus là, de l'accompagner dans la difficulté auprès de lui régulièrement.
Très bien. Alors, on a très peu de temps, donc on va finir juste, si je peux me permettre, sur la formation. C'est quelque chose qui fait parfois un peu peur, parce que c'est une formation longue. Au final, c'est 5 ans plus 3 ans de stage rémunérés. C'est quand même important de le dire. Absolument. Les stagiaires qui sont rémunérés chez nous, donc quand ils font leur stage d'expertise comptable et ou de commissariat aux comptes, ce sont des gens qui sont tout à fait dans les fourchettes du marché du travail. Donc ils sont effectivement stagiaires, mais il ne faut pas se dire que c'est un stagiaire qui est, entre guillemets, sous-payé. Non, il fait un réel métier en même temps. Voilà, et il est rémunéré, donc tout à fait en conformité avec le marché du travail. De 25 000 à 30 000 euros annuels, c'est assez important pour le signer. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau. Merci. Et on passe tout de suite au magazine de la semaine, au dossier de la semaine. Les Grands Prix de l'innovation se tenaient ce lundi à Paris. Parmi les entreprises franciliennes en lice des Yvelinois, nous avons rencontré les responsables de Sentiméo, Celseo et de La Ruche qui dit oui. Ont-ils ou non remporté un prix? Je vous propose de suivre cette cérémonie avec eux. Des images d'Élodie Boine et Jonathan Villeman. Palais Brognard à Paris, le 2 décembre. C'est ici que seront remis ce soir les Grands Prix de l'innovation 2013. En attendant la cérémonie, les entreprises finalistes s'exposent dans ce salon. En tout, 39 sociétés d'Île-de-France et parmi elles, 3 entreprises présentes dans les Yvelines, Celseo, La Ruche qui dit oui et Sentiméo. En quoi sont-elles innovantes? Que proposent-elles? Pour le savoir, nous avions rencontré quelques jours plus tôt les responsables de ces sociétés. Celseo est un site internet qui permet de faciliter la prospection commerciale. Il permet d'accéder à une base de données collaborative. Le concept, pour avoir accès à un contact, il suffit d'en fournir un. En clair, un échange de cartes de visite virtuelles. Celseo, c'est le résultat de mon expérience commerciale. Ça fait 15 ans que je fais du développement commercial, que j'ai eu des problèmes pour trouver des bases, pour trouver des contacts, pour prospecter. Et donc Celseo, c'est un peu la solution à ces problèmes que j'ai rencontrés. Et j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis de 2008 à 2010. Et c'est aux États-Unis que j'ai découvert le concept de la base de données collaborative, qui est à la base finalement de l'offre de Celseo. Lancé il y a 2 ans, ce site communautaire compte aujourd'hui 100 000 membres qui échangent chaque mois de 20 à 30 000 contacts. Autant d'informations qui renforcent sa base de données et c'est là que la société peut devenir rentable. Ça crée beaucoup de valeur autour de la base de données et de l'information. L'information, elle est assez riche d'un point de vue B2B et donc nous, en fait, on vend aux entreprises, au directeur commercial, au directeur général qui voudrait équiper ses commerciaux avec Celseo. À ce moment-là, il peut payer un abonnement à Celseo et ses commerciaux ont un accès illimité à la base de données. À l'origine de Celseo, 4 associés, dont Olivier Cando, un ancien collègue du fondateur. Depuis, 7 salariés ont rejoint l'aventure et ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent pour l'année prochaine une levée de fonds d'1 million d'euros. Ça va permettre d'accélérer le développement, de constituer une équipe commerciale d'abord. On est une entreprise commerciale, on cherche à vendre, qu'on développe notre marketing, qu'on continue à développer notre produit. On a aussi des ambitions de développement à l'international pour aller rapidement en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Suède. Benjamin Dupays est ignimontain. Depuis maintenant 2 ans, il propose aux franciliens de recycler leurs pièces rouges, ces pièces de 1, 2 ou 5 centimes, avec ses distributeurs. Chewing-gum ou gel antibactérien vendus à l'unité au prix de 5 ou 10 centimes. Nous, on n'est pas à essayer de capter, à se battre avec des autres pour capter des flux monétaires. Nous, il y a un flux monétaire qui existe et dont personne ne veut. Et donc, nous, l'idée, c'était vraiment de mettre quelque chose en face. Car ces fameuses pièces rouges sont généralement mal aimées. Par les gouvernements, car elles coûtent plus cher à frapper que leur valeur faciale, et par les citoyens. En Europe, il en existerait 60 milliards, pour la plupart sortis du circuit monétaire et perdus au fond d'un tiroir. Benjamin s'est lancé dans cette aventure entrepreneuriale à seulement 21 ans. 2 ans plus tard, il s'est entouré de 2 collaborateurs, mais toujours étudiants. Une situation parfois compliquée. Quand on est étudiant face à des prestataires, on n'est pas du tout crédible. Donc en plus, on n'a pas le droit de le dire. Et donc ça ne nous permet pas d'avoir cette excuse qui nous permettrait de flexibiliser l'agenda. Car Benjamin gère à la fois rendez-vous commerciaux, développement du concept et installation des machines. La semaine dernière, il en posait une à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. On gère tout seul et on fait toutes les installations en ce moment tout seul. Ça va peut-être changer, mais bon, c'est l'avantage des startups aussi. Une quarantaine de ces distributeurs sont aujourd'hui en service et si la communauté d'agglomération a été pour lui un lieu de test, il compte désormais s'étendre bien au-delà. Là, on installe les premiers distributeurs de monodoses de gel antibactérien dans le métro à partir du 12 décembre.
Et après, nous, on est sur tous les produits d'hygiène de consommation quotidienne qui peuvent intéresser les usagers en espace urbain, en fait. Objectif, 1500 machines d'ici 3 ans. Chaque mois, ils récupèrent le produit des ventes, de 100 à 200 € par machine pour le moment. Les jeunes entrepreneurs visent une rentabilité d'ici fin 2014. Une victoire au Palais Brongniart pourrait accélérer la donne. Dernière entreprise en lien avec le département est présente au Grand Prix, La Ruche qui dit oui. Oui à quoi? Au circuit court. Le principe, un site internet qui met en relation consommateurs et producteurs locaux. Un particulier, une entreprise ou comme c'est le cas ici à Trappes, une association peuvent devenir responsables d'une ruche. Une ruche, c'est un lieu comme ce hall d'immeubles où se réunissent une communauté de consommateurs et des producteurs résidant à moins de 250 km. 333 ruches existent dans l'Hexagone, dont une soixantaine en Île-de-France. La ruche de Trappes fête son premier anniversaire. Et là, j'ai du beurre, des yaourts et du fromage. Cette Montaine a tout de suite aimé le concept. Parce qu'on voulait privilégier les petits producteurs locaux. Bon, à la limite, si on paye le même prix, voire même des fois pour certains produits un petit peu plus chers, on sait au moins à qui ça va, il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis on a des très très bons produits. Donc on est content, on continue. Le site se rémunère à hauteur de 10% des transactions, tout comme les responsables des ruches. L'opération rapporte chaque mois à Ygraine près de 200 €. 11 ruches se sont déjà implantées dans le département. Remporter un grand prix de l'innovation permettrait au concept de s'étendre davantage. Retour au Palais Brongniart, nos entrepreneurs et compétiteurs sont loin d'être stressés. On est aujourd'hui dans l'attente du résultat qui va tomber ici un quart d'heure et on espère bien l'avoir gagné. Nous, on pense qu'on a une offre qui est assez forte. On pense qu'on l'a déjà un peu démontré puisqu'on a 10 000 membres qui utilisent Celseo, on a des clients. Après, je ne sais pas si on a l'offre la plus sexy. L'heure du verdict est arrivée, la cérémonie commence. Les entreprises concourent dans 8 catégories, près d'1 millier ont postulé, mais le jury n'a invité ce soir que les finalistes, 5 entreprises pour chacune des 8 thématiques. Et le gagnant de ce prix spécial est la société Youla. C'est maintenant au tour de la catégorie services aux entreprises. Nous y retrouvons la société d'Olivier Piscard. Et le gagnant de cette catégorie est la société Price Match, que j'appelle donc sur scène. Perdu. Il reste une chance de voir nos Yvelinois remporter un prix. Santiméo et La Ruche qui dit oui sont toutes deux finalistes dans la catégorie service aux particuliers. Attention, roulement de tambour. Et le lauréat de cette catégorie est la société La Ruche qui dit oui, que j'appelle à monter sur scène. Et un tonnerre d'applaudissements pour La Ruche qui dit oui. Santiméo ne peut que s'incliner. Marc David, l'un des 2 associés, vient chercher son prix. Il y a 2 ans, il avait déjà tenté ce concours sans succès. Il tient aujourd'hui sa revanche. Cette reconnaissance lui assure un bel avenir. Plus on a de visibilité, nous, au niveau de la plateforme Internet, plus les ruches ont de la visibilité, plus elles fonctionnent, plus il y a de ruches qui ouvrent. Et bon, c'est plutôt une dynamique positive. Place maintenant au cocktail de clôture. Nous y retrouvons Benjamin, qui n'a pas tout perdu ce soir. On n'est pas si déçus que ça, on est un peu surpris parce qu'on pensait qu'on avait bonne chance de l'avoir. Maintenant, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est pas dans les concours que se construit une entreprise. Et ça, c'est vrai qu'on le sait. Et nous, aujourd'hui, on est plus heureux de s'implanter sur la RATP et de signer de nouveaux contrats. Et on sait que l'essentiel est là, en fait. Il compte déjà se représenter l'année prochaine. Même son de cloche pour les associés de Celseo. Il y a toujours un petit peu de déception, quand même. On participe à un concours pour gagner. Oui. Après, on est très content d'être nominé, d'avoir été au final. Et c'est une belle soirée. Et aussi, on est quand même content. On tentera peut-être une autre année. Qu'il soit vainqueur ou non, ce soir, c'est champagne pour tout le monde. Et 2 dates à retenir dans cet agenda. Dans le cadre des rencontres de la Maison de l'Entreprise, vous pourrez découvrir comment construire sa stratégie de communication. Rendez-vous à la Maison de l'Entreprise à Montigny-le-Bretonneux, mardi 10 décembre, de 9h30 à midi. Et puis l'Université populaire organise jeudi 12 décembre à 20h30 une conférence sur le thème « Crise financière, crise économique, comment s'en sortir ?» Elle sera animée par Mehdi Litim. Rendez-vous au Prisme dans le quartier des 7 Mars à Elancourt. C'est la fin de ce Fil Éco. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.